Un silence soudain s'abattit sur l'Upon, l'un des restaurants les plus exclusifs du centre-ville de Manhattan, tel un éclair déchirant un ciel serein. Les fourchettes s'immobilisèrent en pleine bouchée, les couverts se figèrent dans les mains tendues, et tous les regards se tournèrent vers l'élégante table du coin. Ethan Caldwell. Un milliardaire blanc connu pour son regard glacial et son air sexy, se leva brusquement. Son costume bleu marine sur mesure reflétait la douce lueur des lustres en cristal. Chaque couture luisant sous leur lumière jaune pâle, accentuant l'aura de puissance qui émanait de lui. Son visage s'empourpra de colère tandis qu'il fixait la petite serveuse noire devant lui. Sophia Jenkins, tremblante mais s'efforçant de garder son sang-froid. « Je ne comprends pas comment un restaurant prestigieux comme l'Ipen peut me servir avec quelqu'un comme vous », s'exclama Ethan. Chaque mot comme un poignard tranchant le silence. Son regard plein de mépris balaya Sophia comme un bibelot. Sophia resta figée sur place, les jointures blanches sur son plateau d'argent, luttant contre les tremblements de ses bras. Son uniforme noir et blanc, autrefois symbole impeccable de professionnalisme, semblait un fragile bouclier protégeant sa dignité. Ses yeux marron profonds, habituellement brillants, étaient désormais voilés par la douleur et la honte. Pourtant, ses lèvres restaient fermement serrées, refusant de trahir sa faiblesse. Du coin de l'œil, Sophia vit la pitié. La surprise et la confusion se lirent sur les visages des autres convives. Une femme d'âge mûr, vêtue d'une robe de soie rouge, se pencha vers sa compagne à voix basse. Tandis qu'un couple de personnes âgées, assis à une table éloignée, échangeaient des regards inquiets. Personne n'osait parler. La tension dans la salle était palpable. Comme si une simple toux pouvait briser ce moment. « Tu ne m'as pas entendu » s'exclama Ethan d'une voix encore plus sèche. Il pointa Sophia du doigt, affichant une arrogance flagrante. « J'ai dit. Je ne veux pas que quelqu'un comme toi me serve. Je suis venu ici pour un repas de qualité, pas pour une démonstration mesquine de ta soi-disant diversité. » Ces mots brutaux résonnèrent d'une clarté cristalline, glaçant tout le restaurant. De légers halètements parcoururent la salle, tandis que la surprise se transformait en indignation. Même le pianiste dans le coin, qui ne s'était jamais arrêté au milieu d'une mélodie, s'arrêta de jouer, les doigts figés sur les touches. Richard Harris, le gérant du restaurant, se tenait à l'écart. Pas les stupéfaits. Il n'aurait jamais imaginé assister à une scène aussi tendue et sensible dans son propre établissement, surtout sous sa surveillance. Sophia sentit sa poitrine se serrer. Chaque respiration devenant plus difficile que la précédente. Toute sa vie, elle avait subi des affronts accidentels ou désinvoltes à cause de sa couleur de peau. Mais jamais elle n'avait été confrontée à une humiliation publique aussi flagrante et impitoyable. Alors que la tirade d'Ethan s'acharnait sur elle, elle se sentit au bord de l'effondrement. Jusqu'à ce qu'une lueur d'espoir la submerge en imaginant le sourire déterminé de sa fille Lily. Cette image de sa petite fille rêvant de ballet et d'un avenir meilleur donna à Sophia une lueur de détermination. « Monsieur » dit enfin Sophia d'une voix assurée malgré un léger tremblement. Son regard croisant celui d'Ethan sans sourciller, même si des larmes menaçaient de couler. « Si vous le souhaitez. Je peux aller chercher le gérant pour que vous puissiez discuter de vos inquiétudes concernant la personne qui servira votre table. » Sa réponse calme et respectueuse stupéfia Ethan. Son sang-froid, contrastant fortement avec sa rage irrationnelle, suscita l'admiration de plusieurs invités. Mais la rage avait déjà gagné Ethan. Il frappa la table du poing, projetant un verre de vin rouge rubis qui s'écrasa et tacha la nappe blanche immaculée. « Je n'ai pas besoin de parler au gérant. Je veux que vous partiez d'ici immédiatement. Tu es inutile et source d'embarras. Comment oses-tu rester là à croire que tu es digne de servir quelqu'un comme moi » rugit-il, chaque syllabe ruisselant de dédain. De l'autre côté de la pièce, des regards emplis de compassion, de colère et de solidarité se tournèrent vers Sophia. Et à cet instant, elle comprit quelle est la dignité de tous ceux qui lui ressemblaient était au cœur d'une bataille bien plus vaste. Une décision cruciale se cristallisa dans son esprit. Ce soir allait changer sa vie pour toujours. Alors que les paroles cruelles d'Ethan Caldwell résonnaient encore dans l'esprit de Sophia, l'image de sa fille Lily brillait plus clairement que jamais. Telle une petite lumière dans l'obscurité totale de sa vie. Dans cet instant humiliant, Sophia se souvint pourquoi elle s'était poussée jusqu'à l'épuisement pour rester au Lépon. Le restaurant où les regards biaisés et les remarques acerbes étaient une menace quotidienne. La vie de Sophia Jenkins n'avait jamais été parsemée de pétales de rose. Née et élevée dans le Queens,
Un quartier délabré aux confins de l'opulence de Manhattan, elle connaissait bien les rues étroites, les vieux immeubles poussiéreux et les trottoirs bondés, rarement accueillants et sûrs. Dès son plus jeune âge, Sophia a compris la discrimination, ses camarades de classe se moquaient d'elle. Ses professeurs doutaient de ses capacités et les regards suspicieux des adultes dès qu'elle mettait les pieds dans un magasin. Ses parents étaient de simples ouvriers, travaillant sans relâche pour nourrir Sophia et ses 2 jeunes frères. Pourtant, malgré tous leurs efforts, ils ne parvenaient pas à échapper au cycle de la pauvreté et des préjugés. Sophia a grandi avec la conviction que seule l'éducation et le travail acharné pourraient changer son destin. Elle a obtenu son baccalauréat avec mention et rêvait de devenir danseuse de ballet professionnelle. Mais la vie se déroule rarement comme prévu. À 20 ans, Sophia a découvert qu'elle était enceinte de manière inattendue d'un petit ami en qui elle avait entièrement confiance, mais elle a été abandonnée dès qu'il a appris la vérité. Du jour au lendemain, elle devint la cible de vives critiques de la part de sa famille et de ses voisins. Des surnoms cruels la poursuivaient dans les rues, et des rumeurs la poursuivaient partout où elle allait. Pourtant, Sophia refusait d'abandonner son enfant. Elle croyait que sa fille méritait de vivre et d'être aimée, quelle que soit la dureté du monde. La naissance de Lily marqua le tournant le plus profond de la vie de Sophia. Dès qu'elle aperçut ce petit visage, elle comprit qu'elle n'avait d'autre choix que de devenir plus forte que jamais. Sophia accepta tous les emplois possibles, serveuse dans des restaurants malfamés, femme de ménage de nuit dans des bureaux, et même lavandière à la main pour des familles du quartier. Chaque dollar était le fruit de ses efforts. Pourtant, les factures s'accumulaient plus vite qu'elle ne pouvait les payer. De vieilles dettes la guettaient, menaçant toujours de l'accabler du poids écrasant de la pauvreté. Mais les blessures les plus profondes n'étaient pas financières. Elles résidaient dans les préjugés quotidiens que Sophia et Lily subissaient. À seulement 7 ans, Lily avait déjà vu des camarades de classe refuser de jouer avec elle à cause de sa couleur de peau. Le cœur de Sophia se serrait à chaque fois qu'elle trouvait sa fille en pleurs dans leur petite chambre, son regard innocent incapable de comprendre pourquoi quelqu'un pouvait être aussi cruel. Ces moments déchiraient le cœur de Sophia, mais ils renforçaient aussi sa détermination à ce que Lily ne souffre plus jamais comme elle. Alors, quand Sophia s'est vue proposer un poste chez les Ponts, elle savait que ce serait la porte ouverte à un avenir meilleur pour sa fille. Les Ponts n'était pas seulement un restaurant haut de gamme fréquenté par les riches et les puissants. Il était réputé pour ses normes de recrutement impitoyables. Le fait qu'ils aient même embauché une serveuse noire comme Sophia était presque inédit. Elle a compris dès le premier jour qu'elle devrait travailler 2, voire 3 fois plus dur que ses collègues pour gagner le respect. Dès son premier jour chez les Ponts, Sophia aperçut les préjugés subtils de certains collègues blancs, indifférence dans la salle de pause, conversation à voix basse qui se taisait dès qu'elle entrait, et regard las de certains clients lorsqu'elle s'approchait de leur table. Mais Sophia refusait de laisser le doute s'installer. Chaque matin, elle se levait 2 heures plus tôt, repassait son uniforme pour le faire briller, répétait sa routine de service devant le miroir, mémorisait le menu du jour et apprenait même par cœur chaque vin de la carte. Elle croyait qu'en s'investissant suffisamment, elle forcerait les gens à reconnaître sa valeur. Ce soir, cependant, l'emportement d'Ethan Caldwell fit l'effet d'un coup de poing dans tous ses efforts. Pour la première fois depuis des années de lutte contre les préjugés, Sophia se sentait complètement anéantie. Le mépris flagrant d'Ethan ne la faisait pas que l'insulter. Cela a frappé au fondement même de son dernier espoir fragile, que malgré les injustices du monde, il y avait encore de la place pour la décence et la dignité. Debout dans la salle à manger la plus exclusive de Manhattan, Sophia Jenkins comprit qu'elle était arrivée à un tournant. Mais elle ne pouvait ni ne voulait laisser Ethan Caldwell ni personne d'autre dicter son destin ou sa vie. Aussi sombre que soit la route qui l'attendait, elle se jura de ne jamais abandonner. Georgia Tech pour l'ingénierie, puis l'Université de Géorgie pour mon doctorat en psychologie. L'ingénierie d'abord, demanda Rosa. C'est intéressant. La plupart des professeurs de psychologie commencent par la psychologie. J'ai changé de voie par la suite, commença Maya, avant de s'arrêter. Après la mort de ma mère, Harrison a réagi rapidement. Oh, voilà, des problèmes avec ton père? Non, attends, avec ta mère. Laisse-moi deviner, elle ne comprenait pas non plus tes sentiments. Maya serra les dents, mais ne dit rien. Rosa s'approcha. Que faisait ta mère dans la vie? Elle était dans l'armée, répondit doucement Maya. Dans quelle branche? Insista Rosa. Dans la marine. Quel était son grade?
Maya hésita un instant. Commandant. Rosa frissonna. Commandant était un grade élevé pour une femme, surtout à l'époque, et la façon dont Maya le prononça semblait répéter, comme si elle l'avait déjà dit maintes fois. Comment s'appelait-elle? Demanda Rosa. Sarah Jenkins. Rosa reconnut ce nom. Elle l'avait entendu murmurer dans certains cercles. Sarah Jenkins. La première femme noire à recevoir la médaille d'honneur, mais pourquoi? Les détails étaient confidentiels. Mais Rosa se souvenait que l'histoire avait fait grand bruit une dizaine d'années auparavant. Si Sarah Jenkins était la mère de Maya. Alors Maya n'était pas seulement une professeure d'université faisant des recherches. Lieutenant, dit Rosa d'un ton pressant, je pense qu'il faut vérifier ses qualifications de plus près. Harrison fronça les sourcils. Quoi? Vous pensez qu'elle ment en disant qu'elle est professeure? Regardez-la, Martinez. Elle a dû s'évanouir à la vue du sang. Mais Rosa observait les mains de Maya. Elles étaient stables. Pas de tremblement. Pas de tic nerveux. C'étaient les mains de quelqu'un qui avait tenu de vraies armes dans des situations réelles. Dr Jenkins, dit lentement Rosa. Êtes-vous déjà allé sur une base militaire avant aujourd'hui? Maya croisa son regard. L'espace d'un instant, Rosa vit quelque chose là, quelque chose de profond, de sombre et de dangereux. Non. Dit Maya, c'est la première fois. Elle mentait. Rosa en était désormais certaine. La question était de savoir pourquoi. Maya prit une grande inspiration et rouvrit son carnet. Peut-être que si elle lui expliquait ses véritables recherches, il comprendrait. J'étudie l'impact de l'entraînement militaire sur les enfants d'anciens combattants, dit-elle clairement. En particulier sur les filles de soldats décorés morts au combat. Le silence se fit dans la salle. Même Harrison cessa de faire les 100 pas. Ma mère, la commandante Sarah Jenkins, a été tuée au combat quand j'avais 18 ans, a poursuivi Maya. Elle a été la première femme noire à recevoir la médaille d'honneur pour son service. Rosa sentit son cœur s'emballer. Elle connaissait cette histoire. Toutes les femmes soldats la connaissaient. Sarah Jenkins était une légende. Après sa mort, j'ai voulu comprendre comment les enfants de militaires surmontent la perte, a déclaré Maya. Comment pouvons-nous grandir en sachant que nos parents étaient des tueurs entraînés qui ont servi leur pays? Sa voix est restée ferme, mais des larmes lui sont montées aux yeux, de vraies larmes. J'étudiais l'ingénierie, mais après la mort de ma mère, je me suis orienté vers la psychologie. J'avais besoin de comprendre le traumatisme transmis de parents à enfants. Harrison semblait maintenant perplexe. Ce n'était pas le professeur d'université faible qu'il s'attendait à humilier. Alors, tu étudies toi-même, demanda doucement Rosa. En partie. Admit Maya, mais aussi des dizaines d'autres enfants de militaires. Des enfants qui ont grandi en sachant que leurs parents étaient des tueurs entraînés au service de leur nation. Comment pouvons-nous accepter cela? Comment pouvons-nous honorer cet héritage sans être détruits par lui? Maya s'essuya les yeux du revers de la main. J'ai interviewé plus d'une centaine de familles de militaires. J'ai lu toutes les études sur les traumatismes héréditaires. J'ai passé 5 ans à essayer de comprendre comment des gens comme moi parviennent à vivre sans se briser. Les soldats autour d'eux ne rient plus. Certains semblaient inquiets, d'autres tristes. Mes recherches portent spécifiquement sur les snipers, poursuit Maya. Car l'impact psychologique est différent lorsque vos parents ont été entraînés à tuer à distance. Lorsqu'ils devaient calculer la vitesse du vent, la trajectoire des balles et le rythme cardiaque avant de tuer quelqu'un. Rosa fixa Maya. Ce niveau de détail ne s'apprenait pas dans les livres. Comment sais-tu autant de choses sur le tir de précision? Demanda prudemment Rosa. Maya ferma son carnet. Parce que j'ai grandi dans ce monde-là. Ma mère m'a appris la balistique quand d'autres enfants apprenaient à faire du vélo. Harrison retrouva enfin sa voix. Alors, tu connais en armes à feu? Je connais la science du tir. Corrigea Maya. Les mathématiques, la physique, la psychologie nécessaires pour appuyer sur la détente. Elle regarda Harrison droit dans les yeux. Mais savoir quelque chose et le faire sont deux choses bien différentes. Rosa ressentit à nouveau ce frisson familier, car Maya avait raison. Savoir et agir sont deux choses différentes. Mais quelque chose disait à Rosa que Maya connaissait les deux. Le visage d'Harrison rougit. Il n'aimait pas se faire sermonner par quelqu'un qu'il considérait comme un simple professeur d'université.
Alors, tu crois comprendre ce qu'on fait ici, dit-il en haussant la voix. Tu crois que lire des livres et discuter fait de toi un expert? Maya resta calme. Je n'ai jamais dit que j'étais une experte, lieutenant. J'ai dit que j'étais là pour apprendre. Apprendre? Harrison rit cruellement. Madame, on n'apprend pas à tirer en prenant des notes. On apprend en s'entraînant. Les soldats armés se rapprochèrent. La situation devenait intéressante. Les gens comme vous me rendent malade, continua Harrison. Vous restez assis dans vos bureaux universitaires chics à nous étudier comme si nous étions des animaux dans un zoo, puis vous rédigez des articles sur nos traumatismes. Ce n'est pas le sujet de mes recherches, dit Maya fermement. Bien sûr que si, rétorqua Harrison. Tu penses probablement que nous sommes tous brisés. Que nous avons besoin d'une thérapie et de parler de nos sentiments, que nous ne pouvons pas fonctionner dans le monde réel. Maya serrait fermement son carnet. Mes recherches visent à aider les familles de militaires à surmonter les traumatismes de manière saine. Traumatisme, répéta Harrison comme un juron. Tout est traumatisant pour toi. Tu ne peux pas accepter que certaines personnes soient plus fortes que d'autres. Rosa observait attentivement le visage de Maya. Quelque chose était en train de changer. Le masque de professeur sereine commençait à se fissurer. Tu veux comprendre la précision militaire? Demanda Harrison avec un sourire cruel. Alors je vais te donner une vraie leçon. Il désigna le stand de tir. Il y a une cible à 1000 mètres. Si vous êtes si expert en tir de précision, allez-y, essayez. La foule s'agita, les téléphones dégainèrent pour filmer. C'était exactement ce à quoi il s'attendait. Maya fixa la cible lointaine 1000 mètres. C'était une distance considérable. La plupart des civils ne pouvaient même pas voir une cible aussi éloignée, et encore moins l'atteindre. Je suis ici en tant que chercheuse, dit doucement Maya. Je ne participe pas. Bien sûr, ricana Harrison. Tu parles beaucoup, mais tu n'agis pas. C'est bien ce que je pensais. Lieutenant, Rosa commença timidement. Non, interrompit Harrison. Notre experte veut étudier le tir de précision. Elle devrait apprendre ce que cela implique réellement. Vous tirez ou vous vous taisez, professeur. Maya regarda le fusil que tenait Harrison. Puis la cible lointaine, puis tous les enregistrements des téléphones. Elle était piégée. Si elle refusait, Harrison l'humilierait davantage. Si elle essayait et échouait comme n'importe quel civil normal, l'humiliation serait totale. Mais Maya Jenkins n'était pas une civile ordinaire, et c'était précisément le problème. Un seul coup. Dit-elle finalement. Le sourire d'Harrison s'élargit. Un essai. Ça va être amusant. Mais Rosa Martinez ne sourit pas, car elle avait vu l'expression qui traversait le visage de Maya. C'était le regard d'un prédateur. Maya s'approcha du poste de tir, l'esprit en ébullition. Elle devait être prudente, trop prudente, et Harrison continuerait à l'humilier. Pas assez et elle révélerait tout. Harrison lui tendit le fusil d'un air suffisant. C'est un fusil de précision de qualité militaire. Probablement plus lourd que tout ce que vous avez jamais eu entre les mains. Maya prit l'arme et sentit immédiatement son équilibre. Sa mémoire musculaire reprit le dessus avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Ses mains trouvèrent la prise parfaite. Son corps se mit en position idéale. L'objectif est à 1000 mètres. A annoncé Harrison à la foule. Le vent souffle du sud-est à environ 13 km/h. La température est de 28 degrés Celsius. Maya hocha la tête, déjà calculatrice. À cette distance. Le vent dévierait la balle d'environ 15 cm vers la gauche. La chaleur affecterait la densité de l'air, modifiant légèrement la trajectoire de la balle. Il faudra tenir compte de la chute de la balle, poursuivit Harrison, visiblement amusé. À cette distance, comptez une chute d'environ 67 cm selon les munitions. Maya regarda dans la lunette et fit un petit ajustement. Quel est le poids de ces munitions? Demanda-t-elle. Harrison marqua une pause. C'était une question technique que la plupart des civils ne sauraient même pas poser. 75 grammes, répondit-il lentement. Maya hocha la tête et fit un autre ajustement. Et la vitesse initiale? 2600 pieds par seconde, répondit Harrison, sa voix moins confiante maintenant. Les mains de Maya se déplaçaient sur le fusil comme si elle l'avait fait 1000 fois auparavant.
Elle étalonnait la lunette en dérive et en élévation avec des mouvements rapides et précis. Rosa observait chacun de ses gestes. Maya n'a pas deviné ni hésité. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Il faut aussi prendre en compte l'effet Coriolis à cette distance, murmura Maya. Presque pour elle-même. La foule se tut. La plupart des soldats n'avaient jamais entendu parler de l'effet Coriolis. Il s'agit d'un concept balistique avancé. Le genre de connaissance dont seuls les tireurs d'élite expérimentés se soucient. Harrison P., qu'est-ce que tu viens de dire? Maya leva les yeux du fusil. L'effet Coriolis. La rotation de la Terre affecte la trajectoire des balles à longue distance. À 1000 mètres, elle provoque une déviation d'environ 1 centimètre. Elle ajusta légèrement la lunette. Comment le sais-tu? Murmura Rosa. Maya se figea. Elle en avait trop révélé, beaucoup trop. J'ai lu ça dans mes recherches, dit-elle rapidement. J'ai interviewé de nombreux tireurs de précision pour mes études. Mais Harrison ne la croyait plus. Personne n'apprend autant de détails simplement en interviewant. C'est une connaissance opérationnelle. Le cœur de Maya s'emballa. Elle avait compromis sa couverture avec des détails techniques que seule une véritable expérience pouvait révéler. Où as-tu servi exactement? Demanda Rosa sans détour. Je n'ai jamais servi, répondit Maya, bien que sa voix tremblait légèrement. Rosa s'approcha. Alors comment sais-tu des choses qui ne figurent dans aucun manuel? Maya resta figée, fusil à la main. Tout le monde la regardait maintenant. Les téléphones continuaient d'enregistrer. Mais l'atmosphère avait complètement changé. Harrison ne souriait plus. Répondez à la question, docteur. Où avez-vous vraiment appris à tirer? Maya examina rapidement ses options. Elle pouvait mentir à nouveau, mais il ne la croyait visiblement plus. Elle pouvait dire la vérité, mais cela détruirait tout ce qu'elle avait construit ces 5 dernières années. Je te l'ai dit? Répondit-elle faiblement. Ma mère m'a appris les bases quand j'étais petite. Les bases, s'exclama Rosa. Madame, ce que vous venez de décrire n'est pas basique. C'est un entraînement de tireur d'élite avancé. La foule se rapprocha. Les soldats ne riaient plus. Ils étaient confus, méfiants. Ma mère était très douée dans son travail, dit Maya. Essayant de garder sa voix stable. Harrison la saisit par le bras. Arrête de nous mentir. Je fais ce travail depuis 16 ans. Et je n'ai jamais rencontré un seul civil qui comprenne ce que tu viens de dire. Maya s'écarta. Son masque académique se fissurait. Sous lui, quelque chose de plus dur commençait à émerger. Lâchez-moi, dit-elle doucement, mais sa voix portait un ton nouveau qui fit reculer plusieurs soldats. Pas avant que tu nous dises la vérité, dit Harrison. Qui es-tu vraiment? Maya ferma brièvement les yeux. 5 ans de thérapie, 5 ans à reconstruire une nouvelle vie, 5 ans à essayer d'être quelqu'un d'autre que celui pour lequel elle avait été formée. Tout était sur le point de s'effondrer. Très bien, dit-elle en ouvrant les yeux. Tu veux savoir la vérité? Elle fouilla dans son sac et en sortit un dossier pas son dossier de recherche. Mais un autre, celui qu'elle espérait ne plus jamais ouvrir. Harrison prit le dossier et l'ouvrit. Son visage pâlit en le lisant. Qu'est-ce que c'est? Demanda Rosa. Tremblant. Harrison remit les documents à Rosa. Elle lut la première page, sentant son sang se glacer. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Les documents contenaient une carte d'identité militaire. Des états de service et des niveaux d'habilitation dont la plupart des soldats ignoraient même l'existence. Maya Jenkins n'était pas seulement une professeure d'université étudiant les familles de militaires. Maya Jenkins avait été militaire. Des militaires d'élite. Le genre de soldats dont les autres soldats n'entendaient parler que dans des légendes murmurées. Harrison leva les yeux vers Maya avec des yeux nouveaux, des yeux remplis de peur. De respect et de honte. Frappe de l'ombre, souffla-t-il. Doucement, Maya hocha la tête. Frappe de l'ombre. La foule murmurait, stupéfaite. Tout le monde avait entendu parler de Shadow Strike. L'unité de précision légendaire qui n'existait pas officiellement. Maya s'était cachée à la vue de tous, et maintenant son secret était révélé. Rosa regarda les documents dans ses mains. Les niveaux de sécurité étaient plus élevés que tout ce qu'elle avait jamais vu. Les codes opératoires la rendaient nauséeuse. Shadow Strike a été dissous il y a 5 ans, dit-elle doucement.
Tous les dossiers étaient classés top secret. Maya hocha la tête. J'avais 23 ans quand je suis sorti. Démobilisation honorable, tous les avantages sociaux. Harrison lut par-dessus l'épaule de Rosa, son visage pâlissant visiblement. J'avais entendu des rumeurs sur ces opérations, mais personne n'était censé savoir qui les dirigeait. Personne n'était censé le savoir, dit simplement Maya. La foule des soldats devint complètement silencieuse. Tout le monde connaissait ces histoires, des tirs impossibles de fantômes. Des ennemis éliminés à des distances qui auraient dû être impossibles, des missions entières sauvées par une seule balle. Tu as servi pendant 5 ans, demanda Rosa. 10 ans? À partir de 23 ans, confirma Maya. Puis j'ai pris ma retraite pour aller à l'université. Retraité? La voix d'Harrison se brisa. Tu avais 23 ans. Pourquoi prendre ta retraite à 23 ans? Maya resta silencieuse un long moment. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix n'était plus qu'un murmure. Parce que j'étais doué pour tuer. Trop doué. Et ça me détruisait. Le poids de ces mots a frappé tout le monde comme un coup physique. Ce n'était pas une héroïne de film d'action. C'était une vraie personne qui avait fait de vraies choses et qui avait payé un lourd tribut. Les cauchemars ont commencé après ma 3e mission, a poursuivi Maya. Chaque visage que j'ai vu à travers la lunette, chaque vie que j'ai prise, ils sont restés gravés dans ma mémoire. Rosa sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle avait vu les effets de la guerre sur les soldats, mais Maya était si jeune. Je pouvais faire des tirs que d'autres snipers considéraient comme impossibles, a déclaré Maya. Mais chaque mission accomplie rendait la suivante plus difficile. Je sauvais des vies américaines, mais je me perdais moi-même. Harrison laissa tomber les papiers, les mains tremblantes. Alors tu es allé à l'université, dit doucement Rosa. Je suis allé à l'université pour réapprendre à être humaine, corrigea Maya. Étudier pourquoi certaines personnes craquent sous le stress du combat et d'autres non. Trouver des moyens d'aider les soldats comme moi à retrouver une vie normale. Maya regarda tous les téléphones qu'il enregistrait encore. Mes recherches ne visent pas à étudier les soldats de l'extérieur. Il s'agit de les aider de l'intérieur. Car je les ai vus là où ils sont. Elle reprit le fusil, mais cette fois ses mouvements étaient différents. Bien sûr, professionnel, mortel. Maintenant tu sais qui je suis vraiment, dit-elle. La question est, est-ce que tu veux toujours me voir tirer? Le silence s'étirait comme un souffle retenu. Puis Harrison parla, sa voix pleine de honte et de respect. Madame? Ce serait un honneur. Maya s'est allongée derrière le fusil en position couchée. Son corps bougeait avec une aisance née de l'entraînement. Sa mémoire musculaire prenant le dessus après 5 ans loin du combat. La foule s'est rassemblée derrière elle, l'observant désormais avec respect plutôt qu'avec moquerie. Les téléphones continuaient d'enregistrer, mais l'atmosphère avait changé, presque sacrée. Rosa s'agenouilla à côté de Maya. Tu n'es pas obligé de faire ça. Maya Sterling fixa avec sa lunette une cible lointaine, à 1000 mètres. Dans sa vie antérieure, cela aurait été un tir facile. Doucement, elle se dit, je dois le faire. Pour prouver que je peux accéder à cette partie de moi-même sans perdre le contrôle. Fermant les yeux, elle prit 3 grandes inspirations. Dans sa tête, elle entendit la voix de son thérapeute lui rappeler quel n'était ni son traumatisme ni son passé et qu'elle choisissait ses actions sur le moment. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, tout s'affina. Vitesse du vent, température, humidité, poids de la balle, vitesse initiale, rythme cardiaque, tous les calculs se firent automatiquement. Contrôle de la respiration, murmura-t-elle. Rythme cardiaque axé sur la relaxation. La foule retint son souffle, même Harrison semblait nerveux. Attendant le moment idéal entre les battements de cœur, elle pressa la détente. Un tir parfait explosa à 1000 mètres, faisant mouche. La foule explosa d'acclamations, les soldats qui s'étaient moqués d'elle plus tôt applaudissaient maintenant avec sincérité. Mais Maya ne ressentait aucune joie. Elle posa lentement son fusil, les mains fermes, la respiration régulière. Rosa lui demanda doucement comment elle se sentait. Maya répondit, il y a 5 ans. Cela aurait été suivi de cauchemars. Ce soir, je pense que je dormirai bien. Harrison s'approcha, tête baissée, présentant ses sincères excuses. Maya le regarda dans les yeux sans colère. Seulement avec compréhension. Harrison admit qu'il aurait dû la traiter avec respect dès le début, quel que soit son passé.
Maya acquiesça, ajoutant que ce qui comptait désormais, c'était qu'il sache. Elle s'adressa aux soldats, affirmant qu'elle n'était pas là pour prouver sa supériorité, mais pour aider les familles de militaires à guérir d'un traumatisme qui avait failli la détruire. Au coucher du soleil, le masque posé de Maya fondit, révélant une personne plus forte à la fois le médecin et le guerrier. La nouvelle se répandit rapidement, et le colonel Patricia Davis arriva. Le regard ardent. Harrison sentit son estomac se nouer. Davis était connu pour protéger farouchement ses soldats et écraser ceux qui déshonoraient l'armée. D'un ton ferme. Davis s'est excusé auprès de Maya, lui témoignant son respect et soulignant l'importance de ses recherches pour la santé mentale des militaires. La honte d'Harrison s'est aggravée lorsque des vidéos de son humiliation antérieure envers Maya ont circulé sur les réseaux sociaux. Davis a ordonné à Harrison de suivre une formation de sensibilisation, de gestion de la colère et de présenter des excuses publiques. Maya suggéra à Harrison de l'aider dans ses recherches pour comprendre les préjugés des soldats, estimant que la punition seule ne changerait pas le comportement. Davis accepta, soulignant que c'était généreux et pragmatique. Harrison, choqué, accepta cette occasion de se racheter. 3 jours plus tard, Maya, Harrison et Rosa se sont rencontrés pour révéler la vérité sur le départ de Harrison. Maya a partagé sa mission en Afghanistan. Protéger un village d'une attaque terroriste en éliminant 12 cibles à 2000 mètres d'altitude, un exploit incroyable. Pourtant, elle craignait de devenir une machine à tuer, perdant son humanité. Elle a expliqué comment ses compétences militaires ont éclipsé sa capacité à ressentir de la joie ou à pleurer, l'obligeant à faire un choix. Rester une tueuse parfaite ou partir pour retrouver son humanité. La psychologie est devenue sa voie pour comprendre le traumatisme et la guérison, en intégrant la guerrière et la guérisseuse en elle. En 2 semaines, les recherches de Maya ont transformé la base. Des soldats qui se moquaient d'elle se sont alors portés volontaires pour des entretiens. Harrison est devenu son assistant dévoué, contribuant à établir un lien entre la culture militaire et les soins de santé mentale. L'expérience de Rosa a permis d'identifier des schémas traumatiques générationnels. Ils ont redéfini la force, présentant les soins de santé mentale comme une préparation tactique, et non comme une faiblesse. Maya a intégré son histoire pour inspirer la guérison sans perdre l'identité militaire. Les soldats se sont ouverts, le taux de suicide a chuté et la participation au service de santé mentale a explosé. 6 mois plus tard, le général Davis loua le travail de Maya, le qualifiant de progrès sans précédent. Harrison, autrefois amer, la remercia de lui avoir donné un but au lieu de mettre un terme à sa carrière. Le programme s'étendit à l'ensemble du pays. Et le Pentagone envisage d'adopter ces méthodes. Maya a trouvé sa véritable mission, créer un pont entre le monde militaire et le monde civil, en s'assumant pleinement. 2 ans après son moment décisif au stand de tir, Maya est retournée au stand de tir d'élite d'Atlanta, ne cachant plus qui elle était. Harrison, désormais défenseur de la santé mentale, l'a accueillie avec joie. Lors du tournage d'un documentaire, Maya a partagé son parcours, de la peur de son passé militaire à son acceptation, enseignant que le traumatisme est source de force et que l'identité ne doit pas être singulière. Elle a rendu hommage à son service militaire et à son parcours universitaire, symbolisant ainsi la force intégrée. Lors d'une conférence, Maya a parlé à des généraux, des psychologues et des soldats d'actifs de son parcours, de la clandestinité à la guérison. Harrison et Rosa, conseillers formés, ont dirigé des initiatives en santé mentale. Ces programmes ont permis de réduire le nombre de suicides de 30%, encourageant la recherche d'aide volontaire. Après la conférence, le sergent Lisa Thompson a remercié Maya d'avoir transformé la perception de la recherche d'aide, passant de la faiblesse à l'entraînement mental. L'approche de Maya a favorisé la résilience, la performance et l'humanité au sein de l'armée. Le général Davis a annoncé que Maya recevrait prochainement la médaille présidentielle de la liberté pour son travail en santé mentale. Maya s'est rendue sur la tombe de sa mère, se remémorant son éducation, non seulement comme une guerrière ou une érudite, mais aussi comme un exemple pour son pays. Le lendemain, Maya retourna au Pentagone pour développer des programmes de soutien aux familles de militaires. Elle avait trouvé la paix en s'assumant pleinement comme médecin, guerrière et guérisseuse. Lorsqu'on lui a proposé un poste important au Pentagone, Maya a hésité, mais Harrison et Rosa l'ont encouragée à accepter, sachant qu'elle pourrait aider bien d'autres personnes. Inspirée par l'héritage pionnier de sa mère, elle avait confiance en son parcours. Désormais leader confiante,
Maya a su concilier son identité et sa mission. Son histoire montre que la force vient de l'acceptation de toutes les facettes de soi, sans choisir entre elles.